Moi, je m'appelle Kajsa Ekis-Ekman, journaliste et féministe. Ça fait 20 ans que je lutte contre la prostitution. J'ai trouvé une nouvelle famille, une famille d'abolitionnistes. Hier, en fait, dans la manif, il y a eu un moment dont je pleurais d'émotion. Après 20 ans de lutte, c'était la première fois qu'on a fait la fête, qu'on célèbre quelque chose. Et donc, je me suis dit, on a réussi. Et je pense que le plus impressionnant de la loi abolitionniste, c'est que c'est vraiment au milieu de cette époque néolibérale où tout est à vendre. Mais au milieu de ça, on a réussi à mettre fin à la vente de femmes. Si vous avez lu mon livre « L'être et la marchandise », vous savez que j'ai commencé ici à Paris en 2006 avec des féministes comme Florence Montreno, Maka Markovic, Marie-Victoire Louis. Et beaucoup disaient encore que la France n'était pas prête à l'époque pour une loi abolitionniste. Et dans ce temps-là, il y avait une association qui faisait beaucoup de bruit, qui s'appelait Les Putes, c'est maintenant Strass. Il faisait style sur l'Internet d'avoir des milliers de membres. Et donc, moi, je me disais, mais c'est vrai. Donc, j'ai appelé. J'ai dit, je veux ser membre. Comment est-ce que je fais? On m'a fait rendez-vous. En fait, on était ravis. Ah, mais venez. On m'a fait rendez-vous à Paris, rue Art et Métier. On m'a dit, mais comme la prostitution, c'est un métier, c'est là notre rendez-vous mensuel. Quand je suis arrivée, il y avait 3 personnes. Maître Nikita, un autre mec et une femme âgée. Et moi, je dis, c'est juste vous 3? Et on a en fait admis que, oui, c'était 3 personnes. Pas de centaines, pas de milliers. Donc, si on a des journalistes, pour que vous sachiez qu'il faut toujours savoir qui est derrière, il ne faut pas copier l'information des lobbies, quoi. Et donc, on recommence. Il ne faut pas se reposer sur ces lauriers. On va parler du porno et des OnlyFans. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut faire la même chose. On peut punir les spectateurs, mais c'est beaucoup de gens quand même. On ferme simplement les plateformes. Donc voilà. Donc voilà, d'abord, je présente... Noélie, vous êtes survivante de l'industrie porno. Et si vous pensez que le porno est au moindre mal, il faut l'écouter. Donc, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Alors, mesdames et messieurs, je me tiens devant vous aujourd'hui, plus de 10 ans après avoir été victime du système prostitueur. Pendant des années, j'ai été soumise au silence par toute l'industrie pornographique, mais aussi par la société tout entière, qu'elle a réussi à séduire et qui la protège comme si la pornographie était le privilège et le marché le plus précieux du monde et que la vie de femmes et d'enfants ne comptait pas face à elle. Je suis survivante de prostitution filmée, survivante de racisme, de sexisme, de haine, survivante d'actes de torture et de barbarie, survivante de centaines de viols, pardon. Et je suis encore là, debout, parce que survivre est en soi un acte de résistance, et j'en suis fière. La torture n'a pas besoin d'une cellule d'État pour exister. On nous a appris que la torture, c'est ce que font les régimes autoritaires à leurs prisonniers politiques.
C'est pratique de penser ainsi. C'est une définition taillée sur mesure pour une certaine vision du monde, une vision du monde où les victimes sont des hommes. Cette définition exclut délibérément ce qui m'est arrivé, ce qui nous arrive, à nous, les centaines de milliers de femmes prisonnières de la pornographie. La torture sexuelle vise de manière disproportionnée les femmes racisées. Ce que j'ai vécu correspond point par point à la définition internationale de la torture. La douleur physique intense, une perte de contrôle total de mon corps dans les mains de mes bourreaux, de la souffrance infligée délibérément avec un objectif, me briser, me soumettre, me réduire à un objet, nier toute mon humanité. Du sadisme pur. La seule différence, c'est que mon bourreau est un réalisateur. Il avait une caméra et derrière lui, une industrie entière prête à tirer profit de ma destruction. Le racisme comme outil de torture supplémentaire. Je dois vous parler de quelque chose que beaucoup préfèrent taire. Le racisme n'était pas là par hasard dans la pornographie et la prostitution. Il était une réelle arme. Les femmes racisées dans la prostitution filmée ne subissent pas simplement ce que subissent toutes les autres victimes. Nous subissons en plus la déshumanisation raciale, intégrée au produit, vendue comme une catégorie, un fantasme. Notre origine ethnique devient le vocabulaire de notre humiliation. Les termes utilisés pour nous décrire dans les titres des vidéos sont les mêmes que ceux que l'histoire a utilisés pour justifier l'esclavage, la colonisation, le viol de guerre. Ce n'est pas un accident, c'est volontaire. C'est la fabrique de la culture du viol. Le racisme dit « cette femme est moins qu'humaine ». La pornographie dit « prouvons-le et violons-la, torturons-la devant tout le monde ». Et la société dit « c'est du divertissement, c'est de l'art, c'est bien ». Cette réponse des médias et des politiques, c'est de la complicité pure. Voici comment l'industrie s'est trouvée des alliés dans les meilleurs milieux. Elle dit « c'est du désir, c'est de la liberté, c'est de l'art ». Elle recrute des philosophes, des éditorialistes, des défenseurs des libertés individuelles pour construire un rempart intellectuel autour de leur industrie de haine. Elle instrumentalise le féminisme libéral pour faire croire que chaque corps filmé en train d'être violenté a choisi de l'être, librement, joyeusement. Mais moi, je vous pose cette question. Peut-on consentir à être torturé et victime de racisme? Dans quelle autre industrie la torture peut-elle être diffusée mondialement, gratuitement, accessible à des millions d'enfants et appeler ça de la liberté d'expression? La société fournit le public et l'État regarde ailleurs. Quand une scène de torture filmée entre des hommes adultes circule sur Internet, on l'appelle atteinte à la dignité et on la pourchasse. Quand la même violence est sexualisée et dirigée contre une femme racisée de surcroît, on l'appelle pornographie et on la protège. Ce deux poids deux mesures ne reflète pas une différence de nature. Il reflète une différence de statut accordée aux victimes qui sont des femmes. Ce que je vous demande, c'est de vous lever contre la pornographie, car nous en sommes toutes des victimes. Premièrement, nommez ce que c'est. De la haine, de la torture. La pornographie tue. Pour finir, il y a des mots qu'on ne m'a jamais dit. Des mots qui m'auraient peut-être sauvé des années d'errance, de honte, de silence. Ces mots, les voici. Ce que tu as subi avait un nom. C'était de la torture. Tu n'étais pas consentante, car le consentement à être torturé et humilié n'existe pas. Tu n'avais pas le choix, et ce n'était pas de ta faute, mais la leur. Si ces discours, aujourd'hui, permettent qu'une seule autre femme entende ces mots plus tôt, alors je n'aurais pas parlé pour rien. Je vous demande de ne pas rentrer chez vous ce soir sans avoir décidé, chacun et chacune d'entre vous, de quel côté de l'histoire vous voulez vous tenir. Du côté du silence ou du côté du non qu'on donne enfin aux choses.
merci pour ce témoignage profond. Et vous, Lorraine Castio, vous êtes avocat, vous représentez les victimes du porno. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Est-ce qu'on peut effacer toutes les images d'Internet et comment? Merci beaucoup. Alors, d'abord, je voudrais saluer toutes les femmes parties civiles dans les plusieurs procédures qui sont actuellement instruites par le système judiciaire français, dont fait partie Noélie, mais il y en a en réalité plus d'une cinquantaine. Et donc ces femmes très courageuses sont en train de mener une véritable guerre contre ce système d'oppression qu'est la pornographie. Elles sont en première ligne, elles ont besoin de soutien, il faut qu'on soit derrière elles. Je vais répondre à votre question, mais avant ça, j'avais pour ambition aussi peut-être de venir dire en quoi ce procès a pu apporter déjà des avancées sur le plan juridique. Ce procès, mais pas uniquement ce procès, je dirais aussi la meilleure compréhension qu'ont les institutions aujourd'hui de ce qu'est le viol en réalité, et ce grâce à la mobilisation de toutes les femmes dans le monde avec MeToo, mais pas uniquement, parce que comme nous le savons toutes ici, mais peut-être pas ailleurs, évidemment la prostitution et évidemment la pornographie, c'est du viol, c'est de la torture sexuelle, et donc du coup ça, grâce à la définition juridique qui commence à un peu, on va dire, s'améliorer au niveau de la définition du viol, en fait progressivement, sans surprise, le proxénétisme et la prostitution entrent dans cette définition sans que ce soit tellement une surprise pour nous, puisque nous on le sait déjà, mais je pense que progressivement, bientôt, et c'est déjà le cas en France, mais partout en Europe, je pense à l'Allemagne notamment, ce sera très difficile de soutenir l'inverse. Alors, pourquoi c'est évidemment de la torture avant toute chose, ça je pense que Noélie l'a très bien dit, mais pourquoi c'est du proxénétisme? La Cour de cassation, dans le dossier French Bukake, a reconnu ce que nous soutenions depuis le début de la procédure, donc 2020, dans un arrêt de 2025, là récent, a confirmé que les faits qui étaient visés par la procédure, c'est-à-dire des faits dans l'industrie pornographique, étaient assimilables à de la prostitution et que donc il fallait, c'est ce que la Chambre de l'instruction fait là en ce moment, reprendre le dossier et regarder si chacun des protagonistes qui ont participé à cette industrie pornographique, donc favorisé, tiré profit, pouvait être considérés eux-mêmes comme des proxénètes. Donc il avait longtemps été posé comme question, est-ce que le simple fait de filmer de la prostitution ferait échapper la pornographie à la définition de la prostitution et donc, par corrélation, à la définition du proxénétisme. La Cour de cassation ne répond pas de manière totale, mais elle répond que dans le dossier d'espèce, compte tenu des circonstances d'espèce, je veux dire, petit teaser, sont en réalité les conditions de tous les films pornographiques en France, donc je pense que sans tellement aller plus loin, on peut tout à fait en tirer toutes les conséquences logiques, la pornographie est assimilable à de la prostitution et donc tirer profit, organiser, faciliter cette activité qui est de la violence, c'est évidemment du proxénétisme. Ensuite, pourquoi la pornographie constitue également un instrument d'oppression? Une fois que on parle de la violence en tant que telle, l'industrie qui violente les femmes, c'est aussi pour moi, et c'est très important de le dire, un instrument d'oppression symbolique. C'est de la propagande fasciste, c'est un discours de haine sexiste, et je pense que c'est essentiel dans la conjoncture politique dans laquelle nous nous trouvons mondiale, de corréler, bien entendu, le fait que la pornographie est aujourd'hui hégémonique, et le fait que, concrètement, les systèmes politiques voient progressivement monter le fascisme qui se voit effectivement consacré au niveau institutionnel. Il y a un lien certain, mais je veux dire indissociable. La pornographie, c'est vraiment la mise en image, l'érotisation de la haine des femmes, de la haine de l'autre, et donc ça constitue cet instrument vraiment le plus efficace, le plus percutant, puisqu'il pénètre l'intimité de chacune et de chacun. En France, les statistiques montrent que 17 millions de femmes et d'hommes consomment mensuellement de la pornographie, ce qui est quand même massif et majeur, et c'est pour ça qu'on peut considérer que c'est un instrument vraiment d'oppression culturelle hégémonique, et on viendrait dire que ceci n'a pas d'impact, que ceci n'a pas de poids politique. Évidemment, c'est bien le contraire, et c'est pensé. Et je pense que si on n'est pas capable justement de conscientiser l'impact social
que la pornographie a sur l'ensemble de la société, non uniquement les femmes qui sont aux prises avec ce système, mais bien avec notre contrat social, avec la possibilité de vivre les uns avec les autres, alors nous n'aurons rien compris du jeu et des conséquences que l'industrie pornographique a sur la société. Ça me paraissait, donc, avant de répondre à votre question, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces images pornographiques et notamment les images des viols de Noélie et des autres milliers de femmes qui sont aux prises avec l'industrie pornographique. À ce jour, la réponse juridique est insatisfaisante. Pour autant, une bonne nouvelle, puisque le droit, c'est aussi en permanence, je veux dire, il tend à évoluer, et donc le travail aussi militant qu'on fait compte, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme, le 7 avril dernier, a communiqué la requête de Noélie, qui vise la France, donc, et qui met en cause la France pour le fait qu'il y a un vide juridique, une absence de base légale et d'instruments qui permettent aux victimes, parties civiles d'une procédure, de voir leur dignité et leur vie privée garantie par le fait de faire effacer les vidéos de leurs viols qui sont visés par la procédure. Hein. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que, alors même que nous n'avions saisi aucune juridiction, nous avions simplement sollicité le parquet en lui disant « vous avez l'obligation positive de faire effacer ces vidéos de manière définitive et il n'appartient pas aux victimes de saisir les institutions judiciaires URL par URL pour essayer d'obtenir l'effacement de ces vidéos. C'est à vous qu'il incombe de le faire. C'est vos services qui doivent le faire de manière de votre propre initiative. La réponse du parquet a été une fin de non-recevoir. La Cour européenne des droits de l'homme, alors même que pour certains d'entre vous, peut-être vous le savez, exige généralement l'épuisement de voies de recours jusqu'à la Cour de cassation, a considéré, en tout cas pour l'instant, que c'était bon, c'était suffisant. Ils ont communiqué et maintenant la France doit prouver qu'elle a un instrument juridique efficace pour effacer de manière définitive les images de vidéos de viols en ligne dans l'industrie pornographique. Je lui souhaite bonne chance. Elle a 6 mois pour le prouver, elle n'y arrivera évidemment pas. Et donc ça aura pour conséquence la modification, partielle le démontre, mais j'attends de voir, comme évidemment si la France est condamnée, elle devra changer sa loi. Elle devra changer sa loi, mais ça ouvrira également pour l'ensemble des pays, les 46 pays partis à la Convention européenne des droits de l'homme, ça viendra garantir ce droit à ce que toutes les femmes et tous les hommes et tous les enfants victimes dans une procédure pour violence sexuelle, la possibilité de voir ces images effacées en ligne et que cette obligation pèse intégralement sur les autorités judiciaires et ne pèse pas sur les victimes. Bienvenue Céline, j'allais juste vous appeler. C'est très bien que vous êtes venue parce que vous êtes militante, on se dit le féminisme, et vous savez peut-être plus que tout le monde sur les plateformes nouveaux de porno. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Merci infiniment, je suis désolée, j'étais retenue à une autre réunion, désolée de mon retard. En fait, d'abord, écouter les survivantes, mais elles ont parlé Ok, d'accord. Je voulais... à Oser le féminisme, on est très mobilisés depuis un petit moment sur l'exploitation sexuelle en ligne et la pornographie en général. Et également, il y a d'ailleurs des synthèses qui sont en distribution à l'entrée. J'ai piloté un rapport au Haut Conseil à l'égalité qui s'appelait « Pornocriminalité, mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique » qui essaye de documenter précisément en quoi l'exploitation sexuelle pornographique est manifestement illicite en termes de contenu. Donc on a fait un gros travail en particulier au HCE de recensement des vidéos qui sont présentes. Donc non seulement il y a bien sûr des milliers, enfin c'est la base, c'est le business model de l'industrie pornographique, c'est de diffuser des vidéos à caractère sexuel pour lesquelles les femmes n'ont pas consenti à sa diffusion. Mais au-delà de la question de la diffusion consentie ou non des vidéos, on a des contenus qui sont illicites dans la quasi-intégralité. Je pense qu'on peut le dire aujourd'hui au regard du droit français. Et on a fait le répertoire exhaustif du nombre de mots-clés, en particulier des mots-clés qui font l'apologie de la haine raciale,
et la haine raciale est vraiment extrêmement prégnante dans la pornographie et dans les sévices qu'ont subi les plaignantes des procès dont vous avez parlé. Apologie de la pédocriminalité aussi. Donc juste pour vous donner un chiffre ou deux, le mot comme daddy, donc papa, a été retrouvé 270 000 fois. Donc il y a 270 000 vidéos qui mettent en scène un inceste paternel, heureux bien sûr. L'apologie de la haine raciale, on est sur plusieurs millions de contenus qui reprennent des termes esclavagistes, coloniaux, racistes. Et puis bien sûr la haine des femmes. L'érotisation de la torture et de la barbarie contre les femmes, et on a des mots-clés qui ressortent tout à fait tranquillement, comme le mot de torture, puisque c'est au cœur aussi du procès French Bukkake. Le mot de torture, on l'a compté 70 000 fois. 70 000 fois, le mot de torture est présenté comme quelque chose d'excitant et de sexuellement attrayant dans l'industrie pornographique. Donc bien entendu, comme le disait Lorraine, forcément ça formate complètement l'ensemble de la population, les femmes comme les hommes, sur le fait que les femmes sont des corps, sont surtout soit des objets sexuels, donc qui subissent des sévices physiques, je pense qu'on peut le dire, qui va jusqu'à la torture et la barbarie, mais aussi, ou bien le pire des archétypes de la culture du viol, c'est-à-dire que les femmes en redemandent. Les femmes aiment la violence, les femmes aiment être violentées. C'est tout le récit de la pornographie qui est faite aujourd'hui. Et donc, pour le Haut Conseil à l'égalité, on a aussi avancé un certain nombre de recommandations. Et innocente que j'étais, je me suis dit, avec un rapport de 200 pages circonstancié, où on a fait énormément d'auditions de chercheuses en droit, d'avocates, de juristes, avec des recommandations argumentées, juridiquement solides. On s'est dit que, bien entendu, le gouvernement allait instantanément suivre pour mettre en œuvre les recommandations du rapport. On en est très très loin, puisque à peu près rien n'a été fait en réalité. Voilà, avec peut-être un petit espoir, et je voulais vous parler en particulier du projet qui a été voté au Sénat, dont on a parlé un petit peu en début de matinée dans les discours d'ouverture de Madame la Ministre. Il y a effectivement la nécessité absolue, je pense qu'une des urgences, c'est effectivement de faire en sorte que le proxénétisme puisse pleinement être effectif, parce qu'en fait aujourd'hui il ne l'est pas, pour toute forme d'acte sexuel tarifé, qu'il y ait contact physique ou non, pour inclure en particulier des plateformes comme OnlyFans, qui, du fait d'une décision absolument catastrophique il y a 3 ans maintenant, échappe aujourd'hui à la définition du proxénétisme. Ce texte qui est en préparation est une catastrophe. Voilà, je pense qu'il faut dire aussi les termes. Il est absolument catastrophique dans sa rédaction, puisqu'il considère qu'il ne faut poursuivre le proxénétisme en ligne que ici il y a en particulier la présence d'une violence, d'une menace, c'est-à-dire qu'il y a une restriction et non pas un alignement entre le proxénétisme en ligne ou hors ligne, ce qui n'a aucun sens juridiquement parlant. Ça n'a aucun sens par rapport surtout au vécu des femmes, puisque aujourd'hui la prostitution, le continuum prostitutionnel, il s'applique clairement sur toute forme d'acte sexuel tarifé. Et on voit bien que les proxénètes en particulier qui recrutent sur une plateforme comme OnlyFans vont d'abord, bien sûr, promettre énormément d'argent avec vraiment avec des techniques de rabattage éprouvées qui sont cours de la même façon dans la prostitution. Et puis il va y avoir d'abord des photos, d'abord ensuite des vidéos privées, et puis aussi du passage à l'acte prostitutionnel. Donc il y a vraiment un continuum entre prostitution, camming et pornographie, et on ne peut pas distinguer les formes d'exploitation sexuelle dans notre code pénal. Donc j'aimerais vraiment que peut-être à la sortie de ce colloque, en particulier pour les participantes françaises, vous soyez quand même au fait qu'il y a une bataille législative qui va arriver, il y a une procédure accélérée sur ce texte, et nous devons absolument réécrire correctement ce texte
pour englober toute forme d'exploitation sexuelle en ligne. Ça, c'est vraiment une exigence absolue d'obtenir ce texte-là, qui serait peut-être la première des recommandations du rapport du HE qui serait appliquée. Ce serait quand même intéressant. Et puis, dernière chose, là, on a parlé du retrait des vidéos par rapport à des cas qui sont instruits, qui font le cas de procédures pénales. Plus généralement, on travaille aussi à démontrer et à essayer de démontrer finalement les défaillances, c'est pas les défaillances, mais les défaillances absolument abyssales de l'effectivité du DSA et même de la nécessité de faire évoluer le DSA. Donc peut-être juste à titre de pédagogie rapidement, le DSA, c'est ce qu'on appelle le Digital Service Act, qui est le grand texte qui a remplacé la loi de la LCEN, loi de confiance en l'économie numérique, qui permet de faire retirer des contenus manifestement illicites. Et donc là, en fait, on travaille en particulier avec Point de Contact, qui est un signaleur de confiance vraiment incroyable, avec Alejandra, qui fait vraiment un très bon travail pour essayer de faire retirer des contenus illicites. Et là, il faut, je pense, qu'on change totalement de perspective, c'est-à-dire que la logique du DSA, c'est de repérer un contenu manifestement illicite et signaler URL par URL. Donc un signalement URL par URL, ça a du sens quand le contenu manifestement illicite est l'exception. Si vous avez 99,9% de contenu licite et 0,01% de contenu illicite, pourquoi pas? Quand vous demandez aux plaignantes déjà de signaler et d'essayer d'obtenir le retrait de leur propre viol, là déjà on marche sur la tête parce que c'est une forme de revictimisation de ces victimes. Mais ensuite sur des contenus manifestement illicites qui ne sont pas nécessairement liés à des victimes, qui sont manifestement illicites parce qu'ils font l'apologie du viol, l'apologie de la haine raciale ou un discours de haine quelconque, en fait, sur les plateformes pornographiques, les contenus illicites ne sont pas l'exception, ils sont la norme. Ils sont la norme et donc ce système de devoir signaler URL par URL n'a pas de sens, absolument pas de sens. Et on milite en particulier avec Point de Contact pour faire ce qu'on commence à faire sur la pédocriminalité en ligne, c'est-à-dire la détection proactive. C'est-à-dire qu'avant qu'un contenu vidéo soit posté, et en particulier un contenu à caractère sexuel, il y aurait une vérification par les plateformes du caractère licite ou illicite du contenu, et s'il est illicite, son upload est bloqué automatiquement par la plateforme, et vraiment qu'on change de perspective et que ça soit à la plateforme de s'assurer que ce contenu est bien licite avant qu'il soit publié. Et donc on change totalement de perspective, et là, je vous le dis franchement, sur les contenus qui sont sur les plateformes pornographiques, il ne reste rien. À peu près. Bon, Lorraine va dire 0, peut-être une vidéo, peut-être, et encore, je ne vois pas. Si je mets une vidéo de mon chat sur Pornhub, peut-être effectivement, il passera le filtre, mais au filtre, ce qui est peut-être important de voir, et ce que raconte ce rapport du HCE, c'est qu'au filtre du droit, les contenus sont quasiment exclusivement, je dirais même exclusivement illicites, parce qu'ils propagent un discours de haine des femmes, et qu'il va falloir qu'on muscle notre plaidoyer sur le numérique pour que cesse ce déni du droit et ce déni du discours de haine en ligne qui est sur l'ensemble de ces plateformes. Merci Céline. En fait, quand on écoute tout ça, on commence à penser que le porno, c'est pire que la prostitution. Et quand même, il y a beaucoup de mecs qui n'achètent pas de sexe. Non, moi je fais pas ça. Mais tu vois le porno. C'est bizarre quand même parce que c'est la prostitution pour autrui. Donc tu regardes quelqu'un qui achète du sexe, mais tu le fais pas. Donc on a, je pense, un problème pédagogique, quoi. Donc maintenant, on va parler avec Ambre, survivante de prostitution et féministe. On vous a écouté dans le podcast Vie en Rouge. Et vous pensez que ça serait possible un monde sans prostitution? Je vous donne la...
Merci. Merci infiniment. Je voulais d'abord commencer par dire que la force que j'ai de me tenir devant vous ici aujourd'hui, je le dois à mes amies survivantes, celles que je connais, celles que je ne connais pas. Je leur fais un immense merci parce que c'est grâce à elles que j'arrive aujourd'hui à me tenir devant vous. Merci, les survivantes. Merci. Je vais vous expliquer ce que l'abolitionnisme est pour moi en tant que survivante et militante. Pour moi, l'abolitionnisme, c'est une posture politique, mais aussi philosophique, qui est exigeante, courageuse et féministe, qui s'élève contre un pessimisme qui rend service aux prostitueurs et qui s'ancre dans un espèce de temps d'une longueur interminable. On dit que c'est le plus vieux métier du monde, et on dit que ça existera toujours. C'est-à-dire que le passé et le futur sont ligotés, emprisonnés dans le même mythe qui à mon sens, est criminel. La prostitution serait constitutive de l'être humain et de sa manière de fonctionner. Au contraire, pour moi, l'abolition façonne, projette et espère autre chose. Et cette abolition n'a de sens que si l'on pense les deux catégories de personnes, celles qui subissent la prostitution, la pornoprostitution, les victimes, et ceux qui produisent la pornoprostitution, en profitent et paient pour violer une femme. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit en fait. C'est un acte de domination radicale que de payer pour violer une femme. Le viol prostitutionnel est un viol qui produit des vies brisées, des corps douloureux, des cerveaux traumatisés, des femmes qui vont mettre des années à se reconstruire si elles survivent. Le viol prostitutionnel est donc un viol. La simple amende tient de l'anecdote pour moi. Soyons donc à la hauteur de l'abolition. Soyons cohérents. Un violeur doit être considéré comme tel. Peut-on imaginer une seule seconde une amende ou un stage seul comme sanction pour les agresseurs de Gisèle Pelicot? Pourtant, on est face au même système d'agresseurs. Ce qui me semble très important, c'est que nous apprenons à rêver et à agir collectivement pour une société sans pornoprostitution, où les hommes seraient dégoûtés par le fait d'être clients et dégoûtés par le fait de regarder de la pornographie. Où un monde où être prostituée, ce ne serait pas un stigma, ni une insulte, ni un travail, ni une identité, mais une situation de violence qui nous pousserait à agir pour aider cette femme. Rêver et agir pour une société sans prostitution, c'est donner aussi la possibilité aux victimes de se voir autrement. Non, la prostitution n'est pas un calque fatal à poser sur toute une vie. Non, la prostitution n'est pas destinée à s'abattre sur les femmes vulnérables, migrantes, précaires, en détresse du monde entier. Il faut que chacune puisse voir ce qu'est la prostitution dans sa propre histoire. Une violence extrême et un système bien huilé et considérablement rentable. Il faut remettre à sa place cette ombre vénéneuse qui nous empoisonne la vie quand on a vécu ça ou quand on le vit encore. L'humanité doit être intransigeante avec elle-même. Nous sommes des êtres humains complexes et nous avons le droit d'être perçus comme cela et d'être traités comme cela. Et la prostitution abîme considérablement cela. Et les hommes qui la perpétuent martèlent en chacune de nous que nous ne sommes dignes de rien. Alors aujourd'hui, je dis, redonnons-nous en tant que survivantes et redonnons à chaque victime de la pornoprostitution sa flamme d'humanité et abolissons partout la pornoprostitution. Merci beaucoup. Ce texte, il peut le lire dans quelque part. C'est publié dans quelque part parce que je vais le relire et le relire beaucoup de fois. Donc, on change de langue. We will speak English now to speak to our last panelist.
Megan Donovan, who I know for a long time. She is Swedish-Canadian. She has worked tirelessly for the organization Talita, which helps victims of prostitution. Because as you all know, in Sweden the law isn't as great as the one in France. So it actually comes to NGOs and other volunteers to get women a place to stay after they leave prostitution. And Megan is one of them who has done so. And now you're also president of CAP. So welcome, and I would like to ask you about what do you think about the new Swedish law concerning OnlyFans? Would you like to explain it perhaps to everyone here? What does it consist of, and do you think it's any good? Thanks, Kaisa. And thank you to Noel and Ambra for your voices, for your strength, because it's truly you who are changing the narrative and dismantling this system. So thank you. And thanks for everyone for listening, your attention. It's a long day, and we're just so grateful that you're here in such a momentous event. So, as Kaisa mentioned, I've been working at Talita for a long time, and we support women exiting prostitution, pornography, and human trafficking for sexual exploitation. And you know, for the longest time, there's been this massive contradiction in Sweden. We've had this law that recognizes prostitution as one of the most serious forms of men's violence against women, and yet as soon as the same act, the same crime is filmed, or there's a screen between the buyer and the seller, it's rendered entertainment, consensual, just fantasy. And clearly, you know, all of the survivors and the grassroots organizations in the room know that that's the furthest from the truth. So we kind of set out to dismantle this myth. But we knew that we needed to gather first the evidence, and that's where we did kind of a mapping first of, you know, what does the system, what does the industry look like in Sweden? We already in 2017 were noticing that there's more and more platforms like OnlyFans in Sweden where subscribers can pay to access sexual content. And what was so interesting was that just the wording. They very successfully repackaged, of course, the same system, the same phenomena as blogging, as glamour modeling. You know, this is just social media, etc. So through the years, we've seen this increasingly blurred lines between social media and the pornography system, the prostitution system. And so what we did was we first mapped it out and then began interviewing survivors. So we interviewed, I believe it was 132 different individuals who had been filmed for pornography, of course mostly women. And what we saw was, of course, it's the same background factors. We found that 96% had been abused as children, 88% sexually abused, 77% were first filmed for pornography as children. And then, of course, once they were recruited into this system, the violence just continued. So pornography was either a part of or an extension of the same violence they had been subjected to for so long. We also saw, I mean, the institutional betrayal was immense. These were survivors who were not identified as sexual abuse victims, but also the normalization contributed it. So OnlyFans, I mean, they have really successfully normalized this as, you know, empowering and even expected of young women today. And that obviously has a huge impact on young women and girls who are really conditioned to think that their value is in how many likes and how many followers they have, right? And then finally, we also showed how, I mean, this long-term cumulative violence has devastating consequences. We found that 84% at the time of the interview met the clinical criteria for PTSD. We found that 69% had tried to commit suicide at least once, and so many, over 80% had been diagnosed with so many different diagnoses, including autism, ADHD, etc., but of course, many of whom, perhaps it is the trauma, the violence, that cause, of course, these symptoms, etc. So through that evidence,
And together with many colleagues, many partners in Sweden, we pushed for a governmental inquiry to look at the links between prostitution and pornography. Because in Sweden, that's kind of how, that is often the preface, the before, what leads up to a law change. And so thankfully, with this evidence, this mounting evidence, and thanks to even articles and reports that came from France, Hell behind the scenes, etc., the Swedish government was responsive and initiated not just one, but actually 3 governmental inquiries at the same time, looking at different elements of this issue. And we are very, very grateful that they understood that, okay, if we in Sweden understand that online rape is rape, of course we need to extend that same thinking, that same approach to prostitution, to all forms of sexual crimes in Sweden. And so they did. And so just last year, July 1st, 2025, they extended the Swedish model to include remote, online sexual acts, as well as sex purchase, as well as pimping. Yes. So it's relatively new, this law, and of course it takes time to see all of the effects, but so far what we see is that as soon as the law was implemented, sex buyers changed their behavior. Many of them left OnlyFans, left other platforms because of how well the Swedish police, for example, and how well the Sex Purchase Act, the Nordic model, has truly shifted attitudes. They know that they truly might be caught by the police, and it's one of the most shameful crimes in Sweden. Unfortunately, Sweden kind of made 2, I would say, problematic exemptions to the law. So one is that they don't include subscriptions, and of course, if we are fighting demand, subscriptions obviously are what is also driving the demand. So they saw it, well, it's less direct. They're not really causing that act to occur, but of course, it is truly the demand, and to address the demand, we have to address the whole package, right? And then the second is that they kind of made a difference between so-called traditional pornography, where a so-called pornography producer produces content to spread to the general public. And of course, from a victim perspective, perhaps the most damaging, the most traumatizing of it all is the fact that this is spread to a global audience. And pornography producers, who act in a double role as both buyer, they purchase sexual acts, and they also are pimps because they then profit off of those films and images, somehow are not included in this law. And what I want to encourage France, because I know there's exciting discussions about how to and whether to extend the equality, the abolitionist model here. I am confident that France is not only going to follow Sweden, but also go further, advance the law. So thank you. I look forward to that happening in France. So it's been a long day, and I want to thank everybody who's here, all the panelists, and our great survivors who took the courage to come up and speak. Before I leave you, I will just leave you with one tip. You know, if you go online and you search for a topic, like prostitution, pornography, a famous feminist, a book, the first result is often Wikipedia. 8 out of 10 writers on Wikipedia are men, and it shows. So if you see, for example, the information that comes up about prostitution laws on Wikipedia, it's not written by abolitionists. So if anybody here has the time and the interest, please go and change that. Thank you for today.